RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Alors on parlait dans le mini-journal avec Isabelle Pelletier de la continuité des services bancaires après le référendum. Et pour en parler plus longuement, vous recevez le directeur de l'IEOM. Yann Caron est en effet avec nous, bonjour. Bonjour Jean-François Bodin, bonjour à tous vos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez hier, Yann Caron, autour du haut-commissaire, en compagnie du directeur des finances publiques, du président de la Fédération bancaire française en Nouvelle-Calédonie et du directeur général de l'OPT, pour parler de ce qui va se passer finalement au lendemain du référendum du 12 décembre concernant le secteur bancaire. Quel message vous avez voulu faire passer prioritairement ? La période qui s'ouvre de référendum peut renforcer l'incertitude et peut-être même les inquiétudes pour certains. Les agents économiques, que ce soit les particuliers, que ce soit les entreprises, le public dans son ensemble, a besoin d'y voir clair. Le document que l'État a préparé sur le référendum a plutôt posé des questions qu'apporté des réponses. Donc il nous a paru important, dans la période qui s'ouvre, de donner une visibilité sur des sujets qui sont essentiels au bon fonctionnement de l'économie et à la vie de chacun d'entre nous. D'abord la monnaie, la politique monétaire, le fonctionnement bancaire, et c'est ce que nous avons apporté hier pour démontrer qu'on serait dans de la continuité pendant toute la période de transition de 18 mois. Il s'agissait de rassurer justement sur cette période qui va s'ouvrir après le référendum, des 18 mois que certains considèrent comme de l'incertitude et qui pourraient les inciter peut-être à avoir peur et ne plus avoir confiance dans leur système bancaire ? Absolument, les choses sont claires parce que l'État s'est engagé à ce que pendant 18 mois, il ne se passe rien. Pendant 18 mois, après le référendum, que ce soit le oui ou le non qui l'emporte, on sera dans une période de transition dans laquelle l'État, l'ensemble des services de l'État, dont bien sûr la Banque centrale, l'IEOM, assureront la continuité des opérations. Et ce que nous avons voulu montrer hier, en lien avec les banques, en lien avec l'OPT, c'est que nous serons dans cette continuité. Alors, il n'y a aucun message politique, évidemment, dans ce qui a été dévoilé. Absolument. C'est uniquement technique et ça n'augure en rien de ce que pourront être les discussions pendant la fameuse période de transition. Absolument, ça c'est un tout autre sujet. Ce que nous avons dit ensemble, je dirais avec la position forte de l'État, de continuité, c'est d'abord que la monnaie restera le franc CP, que cette monnaie conservera la même parité. Donc ça veut dire qu'elle aura toujours la même valeur par rapport à l'euro et donc par rapport aux autres monnaies, aux autres devises. Deuxièmement, qu'on pourra toujours la convertir de la même façon, que la liquidité sera apportée comme le fait l'IEOM actuellement pour que le fonctionnement de l'ensemble du système bancaire et économique marche, et que derrière, les éléments importants de la vie quotidienne, tels que les billets de banque, seront approvisionnés dès le lendemain, mais comme tous les jours, on sera en continuité totale, donc dans tous les réseaux bancaires qui resteront ouverts et qui fonctionneront tout comme ceux de l'OPT. Donc c'est pas la peine le 11 ou le 10 de se précipiter dans les banques pour retirer tout ce qu'on a sur son compte avec sa carte bleue, ça ne sert à rien, c'est ça le message. Vous avez bien compris, c'est bien ça le message. Le message, c'est qu'on n'est pas, c'est que chacun soit suffisamment serein, à l'aise, en confiance par rapport à ça, pour que on n'observe pas ce que l'on a observé par exemple lors du premier confinement en mars 2020, certains qui sont allés vider les paquets de pâtes ou les paquets de papier toilette dans les rayons des supermarchés. Il n'est pas question de cela. Créant eux-mêmes une pénurie qui n'existait pas. Exactement. Donc ça repose sur, je dirais, de la visibilité, de la transparence, de la confiance et des messages forts que nous avons fait passer hier avec l'ensemble des partenaires de ces activités. La fuite des capitaux, ça pourrait être une réalité dans une période d'incertitude comme celle que l'on connaît avant une échéance importante ? Ce qu'on observe de façon très concrète, c'est que sur les 2 précédents référendums, on n'en a pas eu. On ne l'a pas mesuré. Ce qu'on observe aussi, c'est que dans la période actuelle, on n'a pas d'éléments de ce genre. On suit tout ça de très près avec les banques, l'IEOM plus particulièrement, c'est notre boulot. On le suit de très près. On n'observe pas de signaux qui nous inquiètent. De plus, on injecte la liquidité nécessaire. Juste pour rappel, en matière de politique monétaire, on a injecté depuis décembre 2019 jusqu'à maintenant, on a injecté 100 milliards de francs CP dans le système en Nouvelle-Calédonie, 150 milliards sur l'ensemble de la zone franc-pacifique, dont 100 milliards pour répondre aux besoins de la Nouvelle-Calédonie, sous forme de prêts que l'on fait aux banques pour qu'elles puissent financer l'économie dans des conditions normales. Et on annonce les choses, mais aussi on est dans les actes, puisqu'on vient de décider, pas plus tard que vendredi dernier, le conseil de surveillance de l'IEOM, que nous ouvrions une nouvelle ligne de financement à hauteur de 25 milliards, qui sera certainement avant tout contractée par les banques de Nouvelle-Calédonie et qui va se mettre en place dans le courant du mois de novembre.
Alors depuis, Et le tout sur une durée de 36 mois, puisque ce sont des prêts qu'on fait aux banques. Alors ce qui est important dans cette durée de 36 mois, au-delà de l'aspect technique, c'est que vous le voyez bien qu'elle excède largement non seulement la date à venir du référendum, mais également la période de transition de 18 mois. Donc ça montre bien qu'on s'inscrit dans la continuité. Alors, l'IOM joue un rôle évidemment tout à fait moteur dans ce qui est mis en place. Hier, lorsque vous avez présenté ce dispositif, vous avez parlé d'un dispositif puissant. C'est vrai qu'on finit par s'habituer à ce que l'IOM injecte de l'argent dans l'économie calédonienne, à ce qu'il y ait de l'argent qui vienne en soutien pour la crise, etc., etc. Tout ça, c'est des mécanismes qui sont quand même complexes et qui sont puissants, comme vous l'avez rappelé. Oui, tout à fait. Je crois que l'IOM, c'est à la fois, c'est la banque centrale de la zone franc-pacifique, qui a comme actionnaire l'État. Donc, on va dire que c'est la banque centrale de l'État qui met en œuvre une politique monétaire qui est décidée par l'État, qui est validée par l'État. Nous en sommes l'opérateur. Et l'IOM a également, la compétence, les équipes. Et je loue nos équipes ici sur place. Nous sommes de petites structures, mais très engagées avec une forte compétence. On a également un partenaire technique qui est la Banque de France, qui siège et qui préside d'ailleurs le conseil de surveillance de l'IOM. Et donc, il y a tout un mécanisme qui est fort, en lien avec les banques que l'on suit très attentivement, en lien également avec les entreprises qui sont financées et dont nous mesurons la qualité puisqu'on cote les entreprises. C'est tout un dispositif qui est très complexe, qui de plus en plus se rapproche d'ailleurs d'un dispositif de financement de politique monétaire tel que celui que met en œuvre la BCE et la Banque de France, sauf qu'il est spécifique, il est sur mesure pour la zone franc-pacifique. Alors, il y a des lignes budgétaires, on le comprend, mais il y a aussi de la monnaie sonnante et trébuchante, si j'ose dire, dans les distributeurs, par exemple, il faut les alimenter en billets. Là aussi, vous avez pris vos dispositions. Absolument. Je corrige juste un petit point. Ce ne sont pas des lignes budgétaires, ce sont des lignes de financement monétaire. Ça échappe totalement au budget de l'État directement. Autant pour moi. Voilà. Non, mais c'est pour le reste, vous avez tout à fait raison. L'autre volet très important, y compris la communication d'hier et de l'action de l'IOM, c'est que notre première mission, au-delà de la politique monétaire, qui est peut-être un peu moins perçue par le public, c'est qu'on met à disposition de l'ensemble des acteurs économiques, du grand public, les billets et les pièces, y compris les nouvelles pièces d'ailleurs, qui permettent de vivre au quotidien. Donc dans la période actuelle, ce qui est très important, et on rejoint notre exemple de tout à l'heure, il ne s'agit pas qu'il y ait le moindre manque, nous ferons tout le nécessaire. Nous sommes en quelque sorte le grossiste des banques. Donc on fera le nécessaire en amont pour que les banques puissent alimenter tous leurs guichets bancaires, leurs distributeurs automatiques, ce qu'on appelle les DAB et les GAB, et tout cela comme d'habitude. C'est pour ça qu'on insiste vraiment pour dire que même si derrière il y a du boulot, il y a de la logistique, il y a de la sécurité. Le haut-commissaire a rappelé hier aussi qu'il y aurait tous les moyens de sécurité mis en œuvre dans cette période, y compris dans le monde bancaire, y compris pour l'IOM, y compris pour sécuriser les transporteurs de fonds. Donc voilà, c'est un dispositif d'ensemble dont on prend toute la mesure et sur lequel on a voulu communiquer, non pas pour susciter des inquiétudes, mais pour rassurer très clairement. Alors dans ce système mis en place, il y a le système bancaire, il y a les banques, il y a aussi l'OPT, c'est important de le préciser, qui joue un rôle évidemment sur certains services de banquiers. Absolument, et c'est très important parce que l'OPT assure une couverture du territoire qui est tout à fait spécifique et exceptionnelle, y compris dans les îles, y compris dans les endroits reculés. On a également un réseau bancaire qui le fait, mais l'OPT a une excellente couverture. L'OPT touche aussi beaucoup de publics, parfois aussi des publics plus fragiles qui sont moins en lien direct avec les banques elles-mêmes, avec les banques commerciales. Et donc il est très très important que que l'OPT soit également très impliqué dans ces mécanismes. Et c'est pour cela que le directeur de l'OPT était hier autour de nous et a apporté exactement les mêmes engagements et la même confirmation. Alors j'en reviens à ce qu'on pourrait appeler l'argent liquide, si vous me permettez cette expression un peu rapide. Cette période arrive et cet engagement de l'IOM et de l'État arrive au moment où il y a un changement de gamme de pièces. Est-ce que ça complique un peu les choses, cette période ? Non, ce sont vraiment des choses différentes. J'ai envie de dire que, au regard de ces enjeux, le changement de gamme de pièces, c'est surtout une question de... Non, c'est pas facile, c'est assez compliqué à gérer. Ce qui perturbe le changement de gamme de pièces, c'est les contraintes de la crise Covid, c'est les perturbations du trafic maritime, c'est l'indisponibilité de containers, c'est un certain nombre de points
points de ce genre. Le reste, c'est rodé, on sait faire et c'est avant tout de la logistique. Ça a été aussi une grosse étape de communication. Il faudra qu'on en refasse, et y compris peut-être sur vos ondes. Mais le reste, c'est surtout de la logistique. Vous pouvez le voir en sortant de chez vous. Il y a par exemple un parc-mètre. Vous pouvez voir sur le parc-mètre, il y a un petit sticker vert qui a été collé, qui indique, à l'initiative de l'IOM et en partenariat avec les opérateurs concernés, qui indique que ce parc-mètre permet d'accepter les pièces, les nouvelles et les anciennes pièces. Un sticker vert. On en a qui sont bleus, d'autres qui sont oranges, qui permettent à chacun de savoir quelles sont les pièces qu'il faut mettre pour que ça ne risque pas de faire du bourrage de machine et créer des difficultés. Et toutes les automates, notamment des entreprises, on pense distributeurs de café, tout cela est anticipé, ça va se mettre progressivement en place. Ça se fait progressivement. Je rappelle que tout ça se fait sur une période de 9 mois, que ça représente des millions de pièces, que ça représente des tonnes et des tonnes, c'est des dizaines, même des centaines de tonnes de pièces. Ça paraît assez incroyable, mais c'est bien cela. À la fois des pièces nouvelles en entrée, et également les pièces anciennes en sortie qu'on réexpédie en métropole. Yann Caron, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, pardon.